Bonjour à tous et merci de cette invitation et de me laisser parler dans cette table ronde un peu tournante. Euh, pour ma part, la prise de parole porte surtout sur un partage de réflexions assez embryonnaires sur le tri et l'intelligence artificielle. Alors, d'où je parle pour en parler? Je ne suis heureusement pas encore un patient. J'ai pas eu le courage de faire des études en médecine. Mais comme j'étais pas trop mauvais en maths à l'école, je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur où j'ai suivi une formation assez généraliste et où j'ai découvert les sciences sociales, ce qui m'a amené à faire une thèse en sciences de gestion, où je suis actuellement en troisième année. Donc rétrospectivement, je pourrais me définir comme postmoderniste pour reprendre l'expression de Latour. En deux mots, le postmodernisme, je m'intéresse à la sociomatérialité, à quelle est l'agency, la puissance des objets. Et pour l'expliquer en deux mots, c'est ce que vous êtes, ceux qui fument, est-ce que c'est vous qui fumez une cigarette ou est-ce que c'est la cigarette qui vous fume? Voilà un petit peu la sociomatérialité expliquée brièvement. C'est que les objets ont une certaine puissance, on leur accorde à travers les valeurs, etc., une puissance d'agir sur nous et nous agissons sur les objets aussi. Et c'est cette interrelation qui m'intéresse dans le cadre de la thèse pour comprendre quels sont les usages de l'intelligence artificielle dans le système de soins. Et dans ce cadre-là, j'ai pu interviewer des médecins, j'ai pu observer des radiologues notamment qui utilisaient des intelligences artificielles pour l'aide au diagnostic, et en particulier dans le cadre du cancer du sein. Euh, voilà. Donc, j'en suis pas un expert, je suis juste quelqu'un de très curieux. Et qu'est-ce que j'entends par intelligence artificielle ici, par ces systèmes d'aide? C'est avant tout, je passe tout un développement historique, euh, mais on peut voir aujourd'hui un grand centre d'intérêt de l'intelligence artificielle, ce qu'on considère être de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est avant tout des outils techniques qui sont développés avec des méthodes qu'on dit de machine learning et en particulier de deep learning. Et on va rentrer tout un tas de données à des algorithmes qu'on instruit de comment traiter ces données-là sans nous forcément savoir qu'est-ce qui va sortir du traitement de ces données-là. Il y a un effet de surprise, alors une surprise mitigée parce qu'on s'attend à peu près à avoir des corrélations entre les phénomènes de rentrée et de sortie. Mais il s'agit donc de tout un tas d'outils qui fonctionnent de façon très différente des algorithmes classiques où où on rentrait un savoir explicite. Et ces outils de machine learning, ces outils d'intelligence artificielle, aujourd'hui, sont aperçus comme des outils d'apprentissage, des outils d'augmentation, notamment pour le médecin, voire de collaboration. On parle beaucoup de collaboration avec ces outils-là. Et dans cette zone-là, ils sont amenés aussi à participer à des décisions médicales. Et on peut se demander quel est le tri qui est effectué avec et par ces outils-là. Donc c'est la question, c'est quel est le tri que pose l'intelligence artificielle et aussi comment le tri permet de mieux comprendre l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, pour l'exposé est divisé pour des raisons analytiques en deux grandes parties. Il y a un tri, je pense, intrinsèque à l'outil dû au développement de celui-ci et un tri extrinsèque dû à la façon qu'on aura d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne le tri intrinsèque, donc il faut savoir, enfin, vous en avez tous entendu parler, vous êtes peut-être mieux renseigné que moi dans certaines zones. Il y a eu des scandales d'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, mais aussi ailleurs, dans le recrutement, etc., où il y a des biais. Il y a notamment un livre de O'Neill, très, très connu, de 2014, sur Algorithms of Math Destruction,
qui raconte justement tout le problème de biais portés par les algorithmes et qui peuvent avoir des conséquences sociétales assez conséquentes. Et ces biais-là, ces problèmes qui sont dus à la façon qu'on a de développer les algorithmes. Ce qui renvoie quelque part, c'est dû en partie aux données qu'on rentre, aux données qui sont utilisées pour entraîner les algorithmes. Donc, quelque part, dans les données mêmes, il y a des questions de tri ou peut-être de micro-tri, puisque parfois c'est inconscient, mais c'est un miroir déformant du micro-tri, du tri effectif qui est fait par la pratique médicale ou la pratique de recrutement dans notre contexte, sans porter de jugement. Mais on voit, par exemple, les cohortes, les données américaines médicales, comme par hasard, c'est généralement des hommes et des femmes blancs avec un niveau d'études assez élevé qui habitent dans la ville et sont du coup exclus pratiquement toute une partie de la population qui n'a pas accès ou qui n'est pas enregistrée dans ces bases de données-là. Ce qui fait que ces outils-là vont moins bien marcher pour ces personnes-là, pour ces patients-là. Donc, il y a tout un tas de communautés de recherche qui essaient d'apporter plus de transparence, d'égalité et d'éthique dans le développement des outils pour combattre ça. Donc, il y a ces effets qui sont créés, mais on peut réussir à les mitiger. Ces zones d'exploration, c'est avant tout apporter à travers la conception de l'algorithme plus de transparence, souvent par des aides techniques qui ne sont pas suffisantes. Il y a aussi toute une zone de recherche sur les relations entre la transparence et la pratique professionnelle. Donc, quel est le niveau de transparence qu'il faut, quelles sont les explications qu'il faut apporter aux professionnels pour qu'ils puissent juger du bon fonctionnement de l'outil. Et il y a aussi toute une branche qui s'intéresse à une classification et au mécanisme derrière l'opacité de certains comportements des outils-là. Mais ça reste encore une recherche et je pense que le tri, les questions de tri explicitées, quels sont le tri qu'on veut faire et peut-être pas l'imposer, mais le montrer clairement aux développeurs est important et devrait apparaître et apparaît parfois dans le développement de ces outils-là. Donc, pour répondre à une partie des questions qui étaient posées et peut-être aller un peu plus loin, c'est aussi s'assurer du bon fonctionnement en routine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une évaluation qui est faite avant l'utilisation ou au début, mais je pense que c'est important d'avoir un suivi poussé, non pas au niveau individuel, mais collectif, pour être sûr qu'il n'y a pas des dérives de ces outils-là qui n'apparaissent pas avec le temps, puisqu'encore une fois, c'est des données qui sont utilisées pour l'entraînement. Ce sont des données de patients qui n'existent plus et les patients évoluent entre-temps. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un respect des questions de tri qu'on s'est données, et peut-être de façon plus provocante, mais sans vouloir trop choquer. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un suivi comme ça aussi au niveau médical global? Peut-être ce que nous renvoie l'intelligence artificielle dans la pratique médicale. La deuxième partie sur le tri extrinsèque, il vient de la façon d'utiliser ces outils-là. En fait, la façon de les utiliser n'est pas du tout neutre. Parfois, elle peut diverger de ce que les concepteurs avaient imaginé. Enfin, c'est souvent le cas même. Et ça amène d'autres problèmes de tri. Si on prend déjà le cas de la collaboration, c'est celui que j'ai pu observer, la collaboration entre des expertises de niveau assez élevé dans les deux cas.
une intelligence artificielle qui marche plutôt bien et un radiologue qui est sûr, qui a la bouteille et qui peut mettre en question l'intelligence artificielle. Un des scénarios prévus, ou en tout cas imaginés, c'est d'avoir l'intelligence artificielle qui fonctionne comme un tri, encore une fois, pour faire remonter les cas suspects. Et donc, comme ça, le radiologue n'a pas à regarder un grand volume, surtout en cancer du sein, de personnes qui n'ont rien, mais où il va juste intervenir là où il y a une suspicion. Donc voilà, pourquoi pas, enfin, ça permet de réduire le nombre de radiologues, en tout cas d'offrir ces services-là à une plus grande partie des personnes. Mais on voit bien qu'il peut y avoir des personnes qui passent à travers la maille, ce qui est une question à se poser. Est-ce qu'il faut former plus de radiologues pour répondre à la demande ou est-ce qu'on s'autorise à perdre des patients qui ne seront pas vus par l'intelligence artificielle, sachant qu'aujourd'hui, elles sont de loin pas parfaites. Par exemple, il ne faut pas avoir d'implant mammaire parce que sinon, aujourd'hui, les IA, en tout cas celles que j'ai vues marcher, n'arrivent pas à détecter, n'arrivent pas à fonctionner quand il y a des implants. Un autre scénario d'utilisation de l'IA, c'est mon filet de sécurité. Le radiologue fait son verdict et il y a une intelligence artificielle qui donne le sien et ça permet de repêcher des patientes. Mais on voit là que c'est aussi des questions organisationnelles à se poser. Ça peut complexifier, ça accroît le temps que derrière il y a un traitement algorithmique. Comment on fait si derrière, voilà, c'est peut-être un faux signal, un faux positif. Aujourd'hui, les concepteurs ont tendance à mettre plus de faux positifs pour aussi se préserver, eux, de soucis. Et donc, il faut intégrer, si on le met l'intelligence artificielle en filet de sécurité, comment organisationnellement on intègre ce temps-là. Et après, il y a un cas que je connais beaucoup moins, mais que j'ai entendu parler et que Catherine, je pense, connaît beaucoup mieux. C'est quand l'expertise de l'IA surpasse celle de l'utilisateur. Par exemple, les urgentistes qui utilisent l'IA pour savoir s'il y a peut-être quelque chose et qui interviennent pour le coup et qui amènent derrière des questions de responsabilité où là, la question est très ouverte. Donc voilà, sans vouloir prendre davantage de temps, en conclusion, je voudrais rappeler qu'on peut voir les outils d'intelligence artificielle comme une façon d'éviter un problème de limitation de ressources, puisqu'on a des médecins augmentés qui peuvent traiter plus de patients. Mais il y a des tris inhérents à la conception et à l'usage de l'intelligence artificielle qui interviennent et qu'il serait bon de mieux comprendre et de choisir de façon sociale et que ce ne soit pas quelque chose d'imposé ou d'inconscient. Et que si on utilise ces outils-là, c'est avant tout parce qu'on fait aussi le choix de ne pas mettre de ressources. Enfin, la question du tri, je crois que c'est dans le livre que tu as présenté. Voilà, dans Titanic, c'est quand on se demandait qu'il fallait mettre dans les canots de sauvetage, c'est qu'avant, les armateurs avaient prévu moins de canots que de personnes. Donc, est-ce qu'on laisse partir le Titanic avec plus de canaux pour sauver tout le monde ou est-ce qu'on choisit d'être dans des ressources limitées? Ça, encore une fois, c'est une question qui dépasse peut-être, mais est importante à garder à l'esprit quand on réfléchit au truc. Merci.